Bonjour, je suis Philippe Arnaud, docteur d'État en droit et essayiste. La semaine dernière, je vous ai présenté l'Allemagne, chef du califat d'Europe d'ici peu, publié aux presses de la délivrance, dirigé par M. Guillaume de Thieulois. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon plus récent essai, L'urgence démocratique, également publié aux presses de la délivrance, dirigé toujours par M. Guillaume de Thieulois. L'urgence démocratique, ça veut tout dire. Il y a vraiment urgence démocratique. Moi, il y a un truc qui vraiment me rend perplexe, c'est le fait que personne ne s'en rend compte, aucun sociologue, aucun politologue, aucun journaliste, aucun esprit supérieur ne s'aperçoit que le système est complètement foutu. Le système, aussi bien dans son domaine politique que dans son domaine économique. C'est une catastrophe partout, de Hong Kong, en passant par l'Irak, par le Liban, par l'Espagne, par la Turquie, le Venezuela, l'Argentine, la Bolivie, partout, c'est le bordel. Et pourquoi c'est le bordel? Tout simplement parce que les gens n'ont pas la maîtrise de leur destin. Il y a toujours un esprit supérieur, un patron ou une organisation administrative qui s'occupe de leur destin. On vit dans un système où la maturité des gens n'est pas prise en compte. Vous comprenez? Et prenons l'exemple de la France. Il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une manifestation d'insatisfaction. C'est les pompiers, après c'est les policiers, les agriculteurs, les pêcheurs, les routiers, les infirmières, les urgentistes. C'est le bordel partout. Et pourquoi c'est le bordel? Parce que les gens n'ont pas la maîtrise de leur destin. Alors oui, vraiment, urgence démocratique. Il faut vraiment trouver une solution et vite fait. Alors la solution, je la propose dans cet essai. Bon, naturellement, je ne suis pas la science infuse, je ne suis pas Jésus-Christ qui vient vous apporter le salut éternel, le bonheur sur terre, mais au moins, ce que je propose, c'est un débat. Et pour bien saisir la teneur de ce débat, il faut prendre en compte l'histoire depuis que l'homme est homme. L'histoire, en fin de compte, quand on réfléchit, c'est un peu comme un chapelet qui ne se ferme jamais, et donc chaque grain est un événement tragique, empreint de cruauté et de bestialité. C'est la raison pour laquelle je dis que l'histoire est une véritable bestialocratie, c'est-à-dire une espèce de gouvernement inconscient organisé par la bête, par une espèce de satanisation qui existe dans l'homme. Cette bestialocratie fait qu'il y a deux sortes de personnes en ce monde. Il y a les mâles dominants qui dominent tout, qui dominent bien sûr les dominés. Cette bestialocratie, elle prend plusieurs formes, qui couvrent toute l'activité humaine. Elle est d'abord territoriale, les mâles dominants comme le rhinocéros qui va délimiter son territoire en urinant. Les mâles dominants ont besoin d'un territoire et surtout de l'agrandir constamment. La bestialocratie est également théocratique. Les hommes ont besoin d'avoir une religion. Seulement le problème, c'est que les mâles dominants, créateurs de cette religion, ont besoin de l'imposer aux autres, qui ont eux-mêmes une religion, qui eux-mêmes ont voulu l'imposer à d'autres religions. Cette bestialocratie est phallocratique. La femme n'a pas eu le droit au chapitre depuis que l'homme est homme. Elle est préservatrice. C'est-à-dire qu'une fois que l'homme a délimité son territoire, il faut qu'il le préserve à tout prix, face à d'autres mâles dominants qui sont susceptibles de lui ravir ce même territoire. Et puis, elle est architecturale. Et oui, architecturale. Le mâle dominant a besoin de montrer qu'il est dominant en montrant
à tous ces pauvres dominés qui sont les mâles dominants, parce qu'ils ont besoin de faire voir qu'ils ont des palais, des belles maisons, qu'ils sont des grands bourgeois. Donc finalement, quand on réfléchit, on est encore à l'âge de la féodalité. Hein. On a le grand patron, là, qui est tout en haut sur sa colline, et puis tous les manants en bas dans la plaine, là, qui sont exposés à tous les dangers, et qui doivent ravitailler ce grand mâle dominant. Heureusement, l'homme, il a quelque chose ici et là. Il a un esprit. Et c'est cet esprit qui va faire que l'homme va se rendre compte qu'il est dominé, que sa position est infernale, et il va s'apercevoir en même temps qu'il n'est pas le seul à être dominé, qu'il a toute la masse des individus autour de lui, qu'il y a d'autres hommes comme lui qui souffrent de ces mâles dominants. Alors il va se révolter. Et sa révolte, même si la plupart du temps elle n'aboutit jamais, au moins elle est les premiers pas, elle constitue les premiers pas de la démocratie. Car la démocratie, on ne peut rien contre elle. C'est une force qui se pousse en avant. Alors, elle se manifeste donc par la violence de la révolte. Tout le monde connaît les révoltes frumentaires, enfin, les révoltes en Russie, en Espagne, enfin, partout. Il y a eu des révoltes, la révolte des paysans avant la guerre de 30 ans en Europe centrale, plus exactement en Bavière, en Suisse et même en Lorraine chez nous. Et au-delà de cette révolte, les hommes vont concrétiser la poursuite de la démocratie en créant des principes qui vont l'affermir sur le plan juridique. Je pense naturellement à la Grèce, à la démocratie athénienne. Il y a même eu une démocratie en Inde il y a des milliers d'années. Et puis ça va être la démocratie va se manifester en Angleterre avec les chartes, avec le Bill of Rights. Ensuite, il va y avoir l'humanisme et son libre arbitre, pardon. Il va y avoir les Lumières, et puis bien sûr la Révolution française. Seulement le problème, c'est que cette démocratie, elle est un peu, ça me rappelle une histoire, je me trouvais un printemps, ou plutôt un été en Allemagne, sur une petite route bien asphaltée, comme on en voit souvent en Allemagne, avec des bandes blanches bien délimitées, avec des étifs réfléchissants. Je roulais tranquillement. Et au détour d'un virage, plac, cette route s'arrête brutalement. Cette petite route magnifique s'arrête brutalement à l'orée d'une forêt. Interloqué, je descends de ma voiture, je regarde un peu plus loin, et je m'aperçois qu'il y avait des énormes rouleaux de fils de fer barbelés, et que sur la gauche, un peu plus loin, il y avait un mirador. J'étais en face du monde soviétique, du monde bolchevique. Eh bien, la démocratie aujourd'hui, elle est devant cette espèce de mur de Berlin. Elle est bloquée, elle ne peut plus aller plus loin. Alors, il faut trouver absolument une solution, celle que j'évoquais tout à l'heure. Et moi, ma solution, elle n'est pas compliquée. Il faut débestialiser le monde politique, le monde économique. Car le mal dominant en ce moment, c'est ce système représentatif. Et qu'on m'épargne cette expression malhonnête qui est la démocratie représentative. Cela n'existe pas. Quand le mandat est indirect pour l'élu, il n'y a pas de démocratie. Rousseau l'a dit il y a presque plus de 2 siècles déjà. Alors pour moi, la solution, ça consiste dans un premier temps à débestialiser la société, c'est-à-dire à faire en sorte que l'homme devienne enfin son propre maître. Et ça va commencer par une idée toute simple. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. On va obliger toutes les entreprises qui sont l'illustration du mal dominant capitaliste. Car le capitalisme, c'est bien sûr, comme on l'a dit depuis bien longtemps, la loi de la jungle. Donc il va falloir coopérativer toutes les entreprises. Et à partir de ce moment-là, on va enlever
la notion de profit à l'économie. Et tous les individus sur Terre vont devenir responsables enfin de leur destin. Et puis, naturellement, cela va avoir des conséquences sur le plan politique. À partir du moment où, sur le plan économique, les individus vont être maîtres de leur destin, il est bien évident que le système représentatif va perdre son sens, va s'écrouler. Il va falloir que les gens, où les gens se prennent en charge politiquement, mais cette prise en charge politique, elle va venir de la prise en charge économique. C'est une évidence. Donc voilà en quelques mots résumé mon essai, l'urgence démocratique. Naturellement, je ne suis pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le bon Dieu. Je n'ai pas la science infuse. J'ouvre un débat. Mais ce débat, je vous l'assure, s'il n'est pas ouvert vraiment rapidement, on va vraiment vers l'apocalypse, un peu partout. Voilà, j'ai oublié de vous remercier pour tous les commentaires que vous avez eu la gentillesse de m'envoyer s'agissant de mon essai « L'Allemagne, chef du califat d'Europe », il n'y a pas longtemps. Je vous en remercie vivement car c'est des commentaires qu'on s'enrichit. À bientôt.